Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, ce premier rendez-vous de cette semaine qui va nous emmener jusqu'à la draft NFL 2023 du côté de Kansas City. On se retrouve tout au long donc de cette semaine. Vous avez sûrement déjà vu le programme avec donc un jour une émission pour faire simple, hein, avec aujourd'hui et demain. Comme chaque année, les rankings, les top 20 par position qui seront à l'honneur. Et puis à partir de mercredi, on vous proposera une ultime mock draft avant de se plonger dans le vif du sujet et de s'intéresser donc au premier tour dans la nuit de jeudi à vendredi, notamment avec les camarades Jean-Michel et Victor, et également dans la nuit de vendredi à samedi avec les deuxième et troisième tours. Je salue tous ceux qui sont avec nous. On a Round 2, Bioteam 38, Dédégan également, Dadaegan, j'espère que je le prononce bien, qui est là également. Coucou à Guillaume également. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui ont souscrit à de nouveaux mois d'abonnement sur la chaîne TDA. Ça fait 12 mois désormais pour le camarade Guillaume. Donc merci à lui. On a également Scornieux également, qu'on est à 16 mois d'abonnement sur la chaîne. Donc merci beaucoup à vous, surtout qu'on a passé les 4000 followers désormais sur Twitch. Donc c'est une très très bonne chose. On est très content de vous avoir avec nous donc pour vivre intensément cette passion du football américain et notamment cet événement incontournable qu'est la draft saison après saison. J'animerai cette émission tout seul ce soir. A priori, j'aurai le camarade Nitti avec moi pour parler des positions défensives, mais je ne suis pas totalement seul puisque j'ai toujours Monsieur Camille Saraben à la technique. Salut Camille. Salut à tous. Voilà, très content de t'avoir avec moi encore une fois pour me soulager dans cette technique, moi qui suis toujours aussi excellent dans ce domaine. On a également Gold Rush, Black Stripe, Baptiste 0117 qui est là, Zinco. Voilà, vous êtes déjà un peu plus de 80, donc voilà, encore une fois, merci à vous d'être présent pour ce rendez-vous. Je le disais, hein, pour replanter le décor un petit peu de cette chronique annuelle, on va s'intéresser justement à aux joueurs qui sont supposément les 20 meilleurs joueurs de leur position. Et donc, on s'intéressera principalement à l'attaque aujourd'hui avec donc les quarterbacks, les running backs, les receveurs, les tight ends, les tackles et les linemen offensifs intérieurs. L'idée, c'est avant tout de vous donner une tendance potentiellement au-delà d'un simple classement, puisqu'on sait que de toute façon, des joueurs qui seront classés 16e peuvent très bien mieux réussir en NFL que 11e. L'idée, c'est avant tout dans cet échange consensuel qu'on a eu entre certains membres de la rédaction, d'avoir une idée à peu près du tour, de la position, on va dire, à peu près où les joueurs étaient susceptibles d'être sélectionnés, les joueurs en tout cas qui auraient le plus d'attrait de la part des différentes franchises. Et on va essayer d'analyser un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui les démarque un petit peu de différents autres prospects de la position. Donc, on va découper ça comme souvent avec Camille qui va mettre notamment à jour le classement petit à petit. On va faire dérouler ça 5 par 5, on dira le top 5, le top 10, le top 15, le top 20, etc. pour avoir une tendance globale. Et on va essayer d'analyser donc en conséquence également la cote, la force, on va dire, de chaque position offensive, savoir si vraiment il y a des prospects très très suivis, si c'est une classe assez profonde, etc. Donc voilà, j'essaierai de suivre dans le même élan, bien entendu, vos réactions par le biais du chat. Bah écoute, je pense, Camille, qu'on peut lancer les hostilités, notamment avec la position de quarterback. On sait que c'est celle qui intéresse le plus nos auditeurs et justement, on va s'intéresser un petit peu à cette position. Alors, je vais le dire tout de suite. On a fait un top 20. Je serais quand même très étonné qu'on ait 20 joueurs draftés au cours de cette année, puisque globalement, on a, allez, on va dire peut-être 7, 8 quarterbacks quasi sûrs d'être draftés. Et derrière, ça dépendra un petit peu du goût et des couleurs de chacun. Donc, on va commencer par le top 5 qui paraît assez bien établi globalement dans l'esprit de certains. Je pense que c'est des noms que vous avez vus, revus et re-revus au cours de ces derniers mois. Donc, voilà, on va peut-être pas tant développer que ça là-dessus, puisqu'encore une fois, c'est des joueurs qu'on connaît globalement. On a donc Bryce Young d'Alabama en numéro 1, CJ Stroud d'Ohio State en 2, Will Levis de Kentucky en 3, Anthony Richardson de Florida en 4, Hendon Hooker un petit peu plus en retrait en 5 pour de nombreux impondérables, hein, à savoir notamment peut-être le plafond. On sait que c'est un joueur qui est un peu plus âgé que les autres. On sait que c'est un joueur qui a eu peut-être un parcours un peu plus tortueux que d'autres, qui sort aussi également d'une blessure assez récente. Donc, c'est des éléments qui vont peut-être avoir tendance à refroidir un petit peu les différentes franchises quand on compte miser sur un quarterback d'avenir. Pour les 4 premiers, comme je le disais, c'est pas forcément garanti que ce soit dans l'ordre, ça dépendra des préférences des uns et des autres. On sait qu'il y a une situation un petit peu particulière, hein, tant qu'on parle des rumeurs
autour de la draft, autour de CJ Stroud, hein. Il y a une cote qui était censée monter, qui descend un petit peu. Maintenant, on en parle potentiellement hors du top 7. Donc voilà, c'est une situation assez particulière en l'occurrence. Mais voilà, par exemple, voilà, je rebondis un peu sur ce que dit Nolive 9. Il nous dit, je me demande si Richardson n'est pas passé devant Levis. En soi, encore une fois, c'est pas impossible. Après, c'est peut-être plus d'un point de vue intrinsèquement. Voilà. Il y a globalement la position qu'on estime pour ces joueurs-là. Je ne le cache pas, hein, encore une fois, il y a 5 ou 6 membres de la rédaction qui ont voté. Je pense qu'il y a peut-être aussi une préférence pour les uns et les autres de se dire un petit peu qui est potentiellement devant. Mais je le répète, très honnêtement, voilà, ce n'est pas du tout étonnant, bien au contraire, que Richardson soit sélectionné avant Levis. On continue de faire défiler le classement, Camille, si tu veux bien, s'il te plaît. Entre 6 et 10, puisque là, en l'occurrence, il y a peut-être plus de débats, on va dire, sur ces positions. Potentiellement, comme je disais, les quarterbacks qui vont être les plus susceptibles d'être draftés ou aux portes, en tout cas, d'être draftés. Ça rejoint un petit peu les projections avec notamment Jay Kenner, Dorian Thompson-Robinson de UCLA qui va être un prospect extrêmement polarisant. Ça va faire partie en tout cas de ces joueurs qui ou ne vont pas se trouver sur les bords des équipes ou potentiellement vont être relativement hauts de par ce qu'ils peuvent apporter, de par cette nouvelle mouvance, on va dire, des quarterbacks assez mobiles, même si là encore, en termes de prise de décision, de précision, c'est pas le quarterback qui rassure très clairement dans ce domaine-là, loin de là, même s'il a gagné peu à peu en expérience du côté de Los Angeles. Tanner McKee, c'est un prospect extrêmement intriguant, comme il y en a eu beaucoup ces dernières années du côté de Stanford. On peut reciter Kevin Hogan, on peut bien entendu reciter Davis Mills, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu gestion de la poche, tendance un petit peu à paniquer, qui peut en refroidir certains. Clayton Tune également de Houston, ce sera forcément, à mon sens, un quarterback susceptible d'être drafté. Maintenant, est-ce qu'il y a pas des éléments qui font que en termes de précision, notamment, ça va pas forcément être quelque chose qui va le péjorer. C'est un quarterback dans la tradition d'Houston, c'est-à-dire un quarterback qui va être amené à jouer très verticalement, qui va en plus apporter une certaine mobilité, mais voilà, dont les choix vont peut-être pas forcément être toujours les plus judicieux. J'en profite parce que je vois qu'il y a des personnes qui rebondissent un petit peu sur Stetson Bennett. Stetson Bennett, là encore, on est sur du profil qui divise pour de multiples raisons. Je parlais de l'âge d'Hendon Hooker. C'est compliqué de ne pas incomber ça, de ne pas mettre ça en tout cas sur le tapis pour Stetson Bennett, qui je crois doit avoir 25 ans ou pas loin à l'heure où on se parle. Et il ne faut pas mettre de côté non plus les soucis judiciaires qu'a eu Stetson Bennett il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai qu'encore une fois, c'est un quarterback qui a eu une énorme cote, notamment de par le fait que, bien entendu, c'était le quarterback du double champion universitaire ces derniers mois. Mais c'est vrai que, voilà, est-ce que dans une franchise NFL, on va se dire que potentiellement, ça peut valoir le coup de tenter un choix très haut sur lui, sachant qu'on n'est pas sûr vraiment d'un avenir à long terme au poste de quarterback? C'est ça qui interroge un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est là aussi, mais voilà, ça peut être du 6-7. Honnêtement, je serais très étonné qu'il monte au-dessus du cinquième. Je pense que si vraiment il y a une équipe qui a un crush, il sera peut-être cinquième, mais ça m'étonnerait qu'il soit drafté un peu plus haut en l'occurrence. On peut enchaîner, Camille, s'il te plaît, sur les choix 11 et 15, où là, en l'occurrence, on va retrouver des quarterbacks un peu plus milieu du panier, hein, voir un petit peu éventuellement où on peut faire son choix, avec notamment dans les principales sélections, on a du Aidan O'Connell de Purdue, joueur qui, en termes de prise de décision, n'a pas toujours rassuré également du côté des Boilermakers, mais qui, en tout cas, a été quand même une boussole assez notable du côté de Purdue ces derniers mois, qui est capable également de jouer verticalement. Donc voilà, à mon sens, peut-être pas le bras le plus canon de cette draft, hein, si on compare par exemple à des Bennett, à des Richardson, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui sont un peu polarisants, mais qui ont en tout cas cet avantage à mettre à leur crédit. Tyson Bagent également de Shepherd en troisième division, qu'on avait aperçu notamment au Combine, ou au Senior Bowl plutôt, notamment, et qui avait marqué de précieux points avec une mobilité assez louable. Parlant de mobilité, il y a les petits points d'interrogation concernant Jaren Hall et Max Duggan, respectivement quarterback de BYU et TCU. Là encore, oui, il y a des quarterbacks qui peuvent éventuellement improviser. Après, voilà, c'est plus d'un point de vue régularité que ça peut poser question. Et là encore, je pense que ce seront plus des joueurs. On va peut-être plus rentrer dans des profils. Alors, j'exagère un petit peu, sachant qu'en plus, c'est un joueur qui a été drafté au quatrième tour il y a quelques années. Il y a peut-être un Yen Book, par exemple, à Notre-Dame, qui avait cette mobilité, cette capacité potentiellement à être un peu un joueur surprise avec du cœur.
Mais c'est vrai que, en l'occurrence, c'est pas forcément des joueurs qui ont une énorme cote. Et après, on va rentrer sur des joueurs un peu plus donc UDFA pour ceux qui n'auraient pas la tendance, donc c'est undrafted, donc non drafté, avec Malik Cunningham notamment de Louisville, hein, qu'on avait aperçu lui aussi au Senior Bowl, qui là aussi est a d'énormes aptitudes, on dira, pour courir, mais c'est vrai qu'au niveau de la passe, ça a été souvent un gros problème, joueur qui hésite beaucoup, notamment au moment de lancer les ballons. Et puis on termine éventuellement avec les positions 16 à 20. Camille, avec là encore voilà, des joueurs qui ne seront pas forcément susceptibles d'être sélectionnés. On va pas forcément développer plus que ça parce que c'est peut-être pas forcément des joueurs dont vous entendrez parler dans un premier temps. On aura peut-être l'occasion de rebondir sur certains d'entre eux à l'occasion des débriefs qu'on fera notamment après la draft. Mais voilà, vous avez du Adrian Martinez de Kansas State, Sean Clifford de Penn State qui a quand même eu la petite dont on a eu la petite surprise de voir qui représentait une visite officielle chez les Green Bay Packers il y a quelques jours de ça. Donc très honnêtement, voilà, joueur avec une grosse expérience, un gros leadership du côté de Penn State qui peut être un game manager assez intéressant, mais c'est vrai que dont on a du mal à concevoir un plafond extrêmement élevé en NFL. Et puis après, voilà, beaucoup de quarterbacks globalement mobiles. C'est le cas notamment d'Adrian Martinez de Kansas State, de Tommy DeVito de Syracuse. Alton Allers, qui était plutôt un pocket passeur, un mitrailleur, comme on les appelle, du côté d'East Carolina. Donc pourquoi pas avec une équipe qui passe beaucoup, essayer d'installer le joueur dans son effectif pour éventuellement avoir un peu de temps de jeu, notamment en pré-saison. Et puis Tanner Morgan du côté de Minnesota, qui a une carrière extrêmement bosselée, on va dire, avec beaucoup de changements, notamment de coaching staff. Et une inconstance qui n'est pas faite forcément pour rassurer. En plus, là encore, on est sur du quarterback assez âgé, donc il risque pas forcément de rassurer concernant son potentiel, on va dire, dans les mois à venir, son potentiel de développement, en tout cas, dans les mois à venir. Je regarde probablement les réactions. Voilà. Globalement, à part sur Stetson Bennett, ouais, c'est vrai que Nolive 9 qui nous dit petite hype Jay Kenner aussi en ce moment. Globalement, c'est un joueur assez complet. C'est vrai qu'on a beaucoup mis en avant ses problèmes de taille, mais c'est vrai que je l'avais souligné dans un podcast, il est plus grand que Stetson Bennett, par exemple. Donc son bras est peut-être pas autant détonné, par exemple, que celui du quarterback des Bulldogs, qu'on a vu un peu plus dans de la verticalité en 2022 du côté de Georgia. Et on a vu que du côté de Fresno, quand il fallait lancer le ballon, Jake Henner était capable de le faire. Voilà, encore une fois, même s'il n'y a pas un gabarit qui joue en sa faveur, même s'il ne jouait pas contre une opposition extrêmement dingue du côté de la Mountain West, c'est un joueur en tout cas qui a toujours été constant depuis 2021. Donc ça paraît quand même assez logique de le voir éventuellement en 6 voire 7e position, peut-être dans la hiérarchie des quarterbacks en fonction de comment les équipes affectionnent Thompson Robinson ou encore McKee. On va pouvoir passer du coup à la position de running back, si vous voulez bien, avec du coup le top 5 à développer tout de suite, avec un nom forcément que je ne présente plus trop, hein, c'est-à-dire Bijan Robinson de Texas, qui sera numéro 1, potentiellement le running back principal drafté quasiment sûr au premier tour. On le rappelle au passage, hein, running back, c'est bien sûr Rouliers Boys. On sait que c'est la position sur laquelle Victor est le plus assidu, hein. On sait qu'il nous préparera une analyse complètement détaillée à l'occasion des 2 nuits de la draft, donc ne ratez surtout pas ça. Et donc, Bijan Robinson, donc joueur le plus sûr potentiellement d'être sélectionné en numéro 1. Alors, je vois Guillaume qui nous dit certains parlent d'une chute de Robinson dans la draft. De toute façon, je ne vais pas être très original. On est sur une classe de coureurs globalement profonde. Et forcément, ça va dévaluer globalement la position parce qu'on va avoir tendance à se dire que même si on ne prend pas un coureur au premier tour, on aura toujours l'occasion d'aller en chercher un intéressant, notamment aux alentours du 3e et 4e, surtout dans une ligue où il y a de plus en plus de comités de coureurs. Donc, on est de moins en moins tributaire justement d'un coureur numéro 1. Il suffit de voir voilà, les 2 finalistes de la saison dernière, les Chiefs et les Eagles, qui certes misaient, enfin, bon, pour Philadelphie, il y avait un quarterback mobile, ça aide aussi. Mais voilà, il y avait des running backs numéro 1, notamment avec Pacheco et Sanders, mais ça changeait quand même relativement souvent. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette volonté absolument de miser sur des running backs très 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 hauts. Mais Bijan Robinson, voilà, vous le verrez sans doute à l'occasion de la mock draft de mercredi, qui pour le coup sera avec échange. Euh, c'est possible qu'il reste quand même dans le top 20, à mon sens, Bijan Robinson. Je ne le verrai pas descendre forcément plus bas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu également, je vous invite à aller voir la mock draft écrite d'Alexandre Locke sur le site. Vous verrez qu'il est encore top 10 à ses yeux. Et je ne suis pas loin quand même de penser que Chicago, ça peut être un spot intéressant à surveiller au cours de la fin de semaine. Concernant le deuxième choix, Jahmyr Gibbs d'Alabama, on rappelle profil extrêmement atypique, notamment une petite bombe atomique
capable notamment d'avoir des appuis phénoménaux et une capacité d'accélération détonnante. C'est vraiment un joueur qui, au niveau du jeu au sol, au niveau des équipes spéciales, va être extrêmement impressionnant à surveiller. Et on est sur des profils un peu plus complets par la suite, notamment par le biais de Davon Etchen de Texas A&M et de Zach Charbonnet du côté du UCLA, pardon, avec notamment peut-être des éléments à perfectionner, notamment sur la protection de passe. Je pense surtout à Charbonnet en disant ça. Ty Spears de Tulane, on sait que c'est la belle histoire, notamment de la saison 2022, un des joueurs qui a énormément contribué à la belle saison de Tulane. Son grand problème, bien qu'ayant une capacité de playmaker hors norme et une capacité de cut notamment absolument délirante, c'est notamment les blessures à répétition. Donc ça va être de savoir si ces nombreuses blessures aux ligaments vont avoir tendance à effrayer un petit peu les franchises. Et voilà. Et du coup, on va voir un petit peu si les franchises vont tenter de franchir le pas, notamment. Alors, c'est vrai qu'on a mis entre le deuxième et le troisième tour. C'est pour ça que je pencherais peut-être plus vers le début du troisième. Mais en tout cas, ça va être quelque chose à surveiller à ce niveau-là. On en profite pour remercier. Alors, déjà, Raph TDA s'est abonné à TD Actu. Heureusement, j'ai envie de dire, hein, mais bonjour à Raph au passage, hein, et on le remercie, tant qu'à faire. Je vois également Niti Nito qui s'est inscrit. Je ne sais pas si c'est le camarade Niti, au passage, décidément, tous les Non, rédacteurs de TDA. en fait, Non. c'est énorme Loche qui a offert, Ah oui, oui, c'est ça, qui a c'est ça. offert Oui, un abonnement et c'est tombé c'est sur ce que Raph. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est vrai. On le remercie. Énorme loge, ça me permet de passer ça à l'antenne, qui offre 5 abonnements donc, de niveau 1 à la communauté. En effet, il y avait notamment Raph, Nitinito, Zinku, Shiryu, encore Gab Digger. Donc, merci beaucoup à Énorme Loche pour avoir offert ces abonnements de niveau 1. Donc, je termine sur ce que je disais. Voilà, Ty Spears pour terminer. Voilà, profil intéressant, mais on va dire problématique physique à prendre en compte malgré tout. On enchaîne avec les positions 6 à 10, avec là encore des joueurs où ça se joue un petit peu au coude à coude, avec notamment la situation assez intrigante autour de Tank Bixby, le running back d'Auburn, qui n'a pas eu forcément un combat extrêmement impressionnant, on va dire, mais qui est vraiment dans cette mouvance des running backs modernes, à savoir des running backs assez physiques et capables d'avoir là aussi des bons appuis et une vision pas déconnante non plus. Donc c'est vrai que du côté d'Auburn, il avait quand même été pas mal sollicité avec succès. Donc ça peut éventuellement être un joueur là encore assez intéressant. Est-ce que ça peut être un running back vraiment numéro 1 sans comité autour de lui? Ça c'est beaucoup moins sûr. Mais en tout cas, Tank Bixby, ça va être quelque chose à surveiller au cours de cette sélection, savoir notamment s'il va être sélectionné vendredi ou potentiellement samedi. Sur les autres choix, Dwayne McBride de UAB, Zach Evans également d'Ole Miss, hein, on cesse de répéter, joueur assez polarisant, qui a eu pas mal de problèmes de comportement, on dira, à l'université. Donc là aussi, ça va être de savoir, d'un point de vue de talent, c'est assez indéniable que c'est un joueur assez explosif. Maintenant, voilà, savoir éventuellement comment on va réussir à le contenir dans un vestiaire. On a Chase Brown également, qui a été pas mal sollicité dans l'attaque d'Illinois, qui est un joueur vraiment avec une volonté vraiment de casser les plaquages et une volonté d'être assez incisif, on dira, dans les tranchées. Mais c'est vrai que là aussi, il a beaucoup, beaucoup été sollicité, peut-être un peu trop chez les Fighting Illini en 2022. Et ça va être également un élément qui peut jouer en sa défaveur dans ce processus de draft. Et puis on a également Israël Abanikanda, alors, qui, à ma surprise, on va dire, entre guillemets, était assez bien considéré par mes camarades. Non pas que ce soit un mauvais joueur, loin de là, parce que je pense qu'au quatrième, cinquième tour, on n'en est pas loin. Ça peut être un bon sleeper. Là aussi, je le disais dans un précédent podcast, je crois que c'était sur celui consacré aux Los Angeles Rams. Il a une capacité notamment d'accélération assez fulgurante. Joueur qui n'a pas été tant que ça utilisé du côté de Pittsburgh en plus. Donc, qui a quand même pas mal de jus, un plafond assez intéressant au moment d'arriver en NFL. Donc voilà, à mon sens, ce ne sera pas plus qu'un joueur de comité, mais ça peut être en tout cas un joueur très très intéressant de comité à venir. Alors on me dit, du coup, Fly Raiders qui nous dit Chase Brown, par contre, c'est le frère de Sidney Brown. Tout à fait, ils sont même jumeaux, pour la petite précision et pour ceux qui seraient passés à côté de cette info-là. Et du coup, on me parle d'Ibrahim et de Tucker. Alors ils arrivent, mais encore une fois, vous allez voir au niveau des projections. Je ne sais pas si tu peux mettre du coup les spots 11 à 15, Camille, s'il te plaît. Voilà, c'est très resserré. Globalement, il n'y a pas un écart absolument phénoménal entre les différents prospects d'un point de vue projection en termes de tours. Ça dépendra vraiment des goûts et des couleurs des uns et des autres. Et vraiment, ça s'est joué à très très peu de choses globalement. Vous le voyez, des spots 11 à 15, bah, même si je remonte des spots 8
à 14, on est quasiment sur les mêmes spots, sur les mêmes projections globalement, avec un Kendry Miller qui là encore est vraiment sur un profil très agressif, j'allais dire harassant au niveau des défenses, qui revient d'une blessure, mais qui a montré beaucoup de cœur et de volonté du côté de Texas Christian l'année dernière, la belle saison de TCU. Roshan Johnson, qui est beaucoup plus sur un style explosif, une capacité à être dangereux, notamment en sortie de backfield, mais qui lui aussi revient de blessure, hein, ce qui lui a fait manquer notamment le Senior Bowl. Sean Tucker, qui est un joueur extrêmement polarisant, parce que c'est vrai qu'on va avoir peut-être tendance à considérer que c'est un joueur un peu brut dans sa manière de se déplacer. Maintenant, on a vu que ça pouvait être également un vrai home runner, on va dire, dans l'attaque tout en mouvement de Syracuse au niveau du jeu au sol. Et puis Deuce Vaughn de Kansas State, là aussi, c'est la grosse interrogation. Le nouveau mini-joueur, on dira, de Kansas State, hein. Certains se rappellent par exemple de Darren Sproles dans un passé qui commence à remonter un petit peu, mais joueur qui évoluait notamment aux Chargers et aux Saints. On sait qu'il avait notamment été drafté assez haut, je ne vais pas dire de bêtises, je me demande si c'est pas deuxième ou troisième tour d'Aaron Sproles à l'époque. Donc on n'est pas à l'abri qu'une équipe ait là aussi un petit crush sur Deuce Vaughn, hein, qui a vraiment montré, malgré son petit gabarit, je crois qu'il doit être à 1m72, peut-être, grand maximum. Mais voilà, c'est un joueur qui là encore sait utiliser la taille à son avantage et profite notamment d'appui et d'une capacité d'accélération là aussi assez détonnante pour voilà, une fois qu'il a été un petit peu caché entre guillemets derrière ses linemen, réussir à prendre le dessus sur les défenseurs. Donc ça a été assez notable au cours de ces dernières années du côté de Kansas State. Mohamed Ibrahim de Minnesota, excellent joueur. Maintenant, là encore, on ne peut pas occulter le côté blessure. Il y en a eu énormément, mine de rien, ces dernières années, et ça peut être un joueur capable de fulgurance. Mais voilà, là aussi, il y a une projection cinquième, sixième tour. Je pense qu'on est plus vers le cinquième. Ce ne serait pas si étonnant que ça de le voir sélectionné plus haut, mais en tout cas, à mon sens, la cote va pas en ce sens, surtout avec une classe de running back assez dense, et on a la possibilité peut-être de récupérer des profils un peu plus rassurants dans ce domaine-là. Et puis pour terminer avec les running, donc sur les positions 16 à 20, à présent, avec notamment, si je regarde les principaux noms, j'ai un petit peu de décalage, vous m'en excuserez, mais du coup, voilà, on a quelques joueurs là aussi, quelques petits profils, on va dire, quelques petites bombes, on va dire, avec Eric Gray, qu'on avait vu notamment capable d'être extrêmement dangereux en sortie de backfield, le running back d'Oklahoma à l'occasion du Senior Bowl. Evan Hull également, qui est une vraie machine à ballon d'un point de vue notamment réception, le running back de Northwestern. On parlait de profil relativement petit avec Deuce Vaughn. On ne sera pas déçu avec Keaton Mitchell, qui a également cette explosivité, le running back d'East Carolina. Et puis voilà, parlant de running back capable d'être une vraie menace sur les ballons réceptionnés, on a également Kenny McIntosh, qui a pas mal déçu d'un point de vue qualité athlétique à l'occasion du Combine notamment, mais dont on a vu dans l'attaque championne de Georgia qu'il avait eu un rôle extrêmement prépondérant. Chris Rodriguez pour finir ce top 20, qui est un running back assez fiable d'un point de vue, on va dire, vitesse et vision de jeu, mais c'est vrai qu'il malheureusement pâtit un petit peu de sa protection de balle. Ça a été vraiment un problème constant du côté de Kentucky ces dernières années. Donc ça va être également pardon, à surveiller au cours de cette draft, mais ça m'étonnerait qu'il soit sélectionné extrêmement haut. Là encore, je me répète par rapport à la cuvée assez profonde de cette classe de running back. On peut passer au poste de receveur, Camille, s'il te plaît. Je vais en profiter pour prendre peut-être une petite goutte, hein. M'en voudrais pas, hein, c'est un peu compliqué de garder un petit peu de salive. Et du coup, on va parler de la position de receveur. Là encore, je parlais de position dense sur la position de running back. La position de receveur, là encore, il y a suffisamment de quoi faire avec notamment un top 5 assez établi, hein. On n'a pas eu vraiment de changements radicaux dans ce domaine-là. La principale question, en tout cas, ça va être notamment de savoir quel running back va être sélectionné en premier. Jackson Smith-Njigba ne cesse de rassurer malgré sa saison 2022 assez écourtée par des problèmes récurrents aux ischios. Mais on voit que c'est un joueur extrêmement complet. J'en profite pour remercier également Zul Ganoub qui a pris un abonnement de niveau 1 pour son 17e mois d'abonnement consécutif. Donc merci beaucoup à lui. Il nous dit bonsoir et bonne draft à tous. On a vraiment hâte d'y être, hein, sache-le.
Plus que 3 jours désormais, donc on a vraiment hâte que ça arrive. Smith Njigba, je le disais, joueur assez complet, très vif, avec notamment d'excellents tracés, des mains extrêmement fiables. On l'a vu notamment ces dernières années du côté d'Ohio State, notamment en 2021, où il a presque réussi à faire de l'ombre à Garrett Wilson et à Chris Olave. Et puis derrière, là encore, Jordan Addison, Quentin Johnston, Zay Flowers, des joueurs qui jouent sur des qualités différentes, mais qui en tout cas ont peut-être la faculté d'être des receveurs qui peuvent être en tout cas des slot receveurs excellents dès leur première année en NFL. Même Quentin Johnston, pardon, paradoxalement, qui joue peut-être un peu plus, en tout cas qui a un gabarit peut-être un peu plus impressionnant que les autres. On l'a dit, c'est un gabarit qui peut paraître un peu trompeur parce que c'est vrai que, voilà, paradoxalement, la verticalité, le duel contesté, c'est peut-être pas sa marque de fabrique principale et c'est peut-être plus sur les yards après réception, comme ça peut être le cas notamment pour Zay Flowers de Boston College, qui peut être capable de faire des dégâts dans le slot. Donc ce seront des joueurs, je pense, assez courtisés. Et même si on a des receveurs, on va dire, relativement bien établis en 1 et en 2, on peut être tenté d'aller chercher ces joueurs-là pour éventuellement continuer de développer une attaque aérienne extrêmement dangereuse. En fin de premier tour, ce ne sera pas spécialement déconnant. Jalin Hayat, qui malheureusement, je trouve, paye un peu son profil un peu unidimensionnel. Voilà, ce côté vraiment très vertical, mais en termes de séparation, c'est pas forcément le joueur qui m'impressionne le plus dans cette classe. Enfin, en termes de tracés globaux, on va dire, c'est pas le joueur qui m'impressionne le plus et c'est peut-être ce qui risque de lui coûter un premier tour dans cette sélection de Tennessee. Si on s'intéresse ensuite aux positions 6 à 10, alors j'en profite pour rebondir un peu sur ce que dit Fly Raiders, qui nous dit: je trouve que c'est une classe qui manque d'un joueur potentiel receveur numéro 1. Un joueur comme Tank Dell peut, à mon avis, être une fin de premier tour pour certains GM. Alors, Tank Dell, je ne sais pas, parce qu'on est un peu dans un profil assez similaire à celui de Jalin Hayat. Je pense avec les mêmes défauts et peut-être une vitesse un peu moins notable, on va dire, pour Tank Dell. Euh, mais en l'occurrence, si je devais miser sur une fin de premier tour, j'irais peut-être plus sur un Josh Downs ou un Marvin Mims, qui sont très très discrets là-dessus, qui sont d'ailleurs numéro 6 et numéro 7 respectivement dans ce ranking. Mais là encore, vous voyez que les positions sont relativement hautes. Josh Downs, c'est un joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui n'est pas très très grand. Dans cette classe, on doit être aux alentours du mètre 76 peut-être. Je vais pas dire de bêtises, peut-être 75, 76. Mais en tout cas, c'est un joueur qui sait globalement tout faire, qui a une capacité de tracé assez intéressante, des très bonnes mains, très peu de drops globalement, notamment en 2022. Donc voilà, c'est un joueur qui est assez complet, qui peut être utilisé sur jet sweep, enfin, qui a un profil extrêmement varié, qui je pense peut plaire à beaucoup de formations. Donc c'est vrai que ça va être à surveiller. Et d'un autre côté, Marvin Mims d'Oklahoma, c'est un joueur qui a sans doute pâti, on va dire, du changement de coaching staff du côté des Sooners l'année dernière, lui qui avait fait une excellente saison 2021. Mais on a vu en 2022, notamment quand Oklahoma était un peu mieux en deuxième partie de saison, que Marvin Mims a été un point d'ancrage assez notable à la réception. En tout cas, que son impact a coïncidé notamment avec le retour au premier plan des Sooners. Donc là aussi, il y a une capacité à être un vrai caméléon, à être dangereux dans de nombreuses phases de jeu, que ce soit sur le jeu profond ou notamment intermédiaire. Ça peut être vraiment un joueur assez impressionnant à suivre dans ce domaine. Cédric Tillman, ça, c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent la rédaction. Malgré ses blessures de la saison dernière et le fait qu'il soit passé, on va dire, receveur numéro 2 du côté de Tennessee en 2022 derrière Jalin Hayat, il y a un profil de receveur de possession pardon, qui est pas à occulter. Donc ça peut être un peu plus un projet, on va dire, que d'autres joueurs qui sont cités devant lui. Mais vraiment, il y a une base assez intéressante. En tout cas, on sent que c'est un joueur qui peut continuer de se développer malgré tout. Et puis Jayden Reed pardon, et Rashee Rice, c'est deux profils qu'on suit pas mal ces dernières années. Jayden Reed, capable également d'avoir une bonne vitesse pour être extrêmement précieux, des mains qui ne sont pas inintéressantes non plus. Rashee Rice, au niveau des mains, c'est assez polarisant là aussi. Des drops de concentration par moment. Mais on va dire qu'il y a des matchs où il y a un peu de la colle sur les mains. Donc c'est vrai que c'est un profil qui peut être assez intéressant parce qu'on sent là aussi qu'il y a une marge de progression qui n'est pas inintéressante pour le prospect d'SMU, coéquipier de Junior Rao, le pass rusher français la saison dernière. On passe au spot 11 à 16 à présent, Camille, s'il te plaît, avec du coup Xavier Hutchinson, notamment pour commencer, d'Iowa State. Donc là, on est beaucoup plus sur du receveur
de taille. C'est ce qu'on a souvent souligné du côté de Hutchinson, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément un profil athlétique qui le rend absolument détonnant en jeu des franchises, mais c'est un joueur qui peut être vraiment impressionnant dans le côté entre guillemets tueur de sang-froid. C'est-à-dire que vraiment, ça peut être un receveur qui va réaliser voilà, des catchs dans les moments clés et un joueur qui peut se développer petit à petit. J'avais des exemples en tête, mais qui bien sûr ne me reviennent plus. Mais voilà, des types de receveurs assez grands qui peuvent être vraiment des joueurs extrêmement fiables au moment de les trouver. J'avais pris l'exemple, par exemple, parce que j'en avais parlé dans un podcast consacré aux Broncos de Michael Thomas. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas sur le même potentiel en sortie d'université. Xavier Hutchinson a un peu plus d'expérience à Iowa State, donc peut-être que le plafond est un peu moins notable. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a quelque chose d'assez intéressant à faire avec le prospect des Cyclones. Si on recherche un receveur numéro 2 avec une belle marge de progression dans les mois à venir. Ça peut être par exemple un Cortland Sutton, par exemple, si on prend un receveur avec un peu de taille, ça peut être ce type de joueur-là, même si Sutton me paraissait un petit peu plus athlétique en l'occurrence. Tangdale, j'en parlais un petit peu tout à l'heure du côté de Houston. André Iosivas, également de Princeton, qui peut vraiment être une des belles surprises, on va dire, de cette QV. Hein, joueur qui a notamment été convié aux différents événements majeurs, on va dire, de ce processus draft, hein, que ce soit le Senior Bowl ou le Combine, et dont on a vu que ce n'était pas forcément galvaudé de par ce qu'il a pu proposer, de par sa vivacité notamment, sa capacité à être extrêmement dangereux, que ce soit à la réception ou sur équipe spéciale. Donc ça va être un joueur extrêmement intriguant à surveiller sur de nombreux aspects du jeu en 2023. Charlie Jones qui est un petit peu dans cette mouvance également du running back un petit peu à tout faire, très explosif notamment et capable de performer sur de nombreux secteurs de jeu. Ce qui le péjore peut-être un petit peu par rapport à Iosivas, c'est peut-être l'âge. Il me semble qu'il est un peu plus âgé. En l'occurrence, Charlie Jones, il doit être aux alentours de 24 ans. Donc c'est vrai que ça ne joue pas forcément en sa faveur, surtout sur une position. On regarde beaucoup tout ce qui est vitesse, comparatif un petit peu avec le défenseur adverse. C'est pas forcément quelque chose qui va jouer en sa faveur. Et Keishon Boutte, alors, je voyais sur le chat rapidement, je ne sais plus qui nous disait ça, c'est Radgoon sur le chat qui nous disait Boutte, c'est la dégringolade. C'est vrai que malheureusement, c'est un joueur qui a une trajectoire très très étonnante. C'est un joueur qui a une trajectoire très très étonnante. On ne peut pas occulter le fait que dans un bon jour, ça peut être un joueur absolument phénoménal, un joueur à plus de 100 yards qui va être capable de prendre le dessus constamment sur son vis-à-vis. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le problème est principalement dans la tête avec Keishon Boutte. Donc malheureusement, on n'est pas dans les salles d'interview avec les franchises NFL, mais on a l'impression que ce n'est pas forcément quelque chose qui joue en sa faveur. C'est pas un joueur qui a l'air totalement focus sur le football américain et c'est ça qui peut peut-être un petit peu interroger là-dessus. Et là encore, si on prend ce profil-là, c'est un receveur d'LSU. Alors, on va peut-être pas faire des raccourcis, mais c'est vrai qu'on s'intéresse souvent notamment au profil athlétique des prospects des Tigers. C'est pas un joueur qui a marqué des points dans ce domaine-là non plus du côté du Senior Bowl ou du Combine. En tout cas, qu'on n'a pas marqué spécialement de plus par rapport à d'autres prospects de la position. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup d'aspects, encore une fois, où on se dit oui, ça peut être un bon prospect qui a un bon plafond, mais c'est là aussi où la projection est troisième ou quatrième tour, c'est-à-dire est-ce qu'on considère que c'est un joueur qui peut être quand même utilisable dans la rotation très rapidement, ou est-ce que c'est un joueur qui va avoir besoin peut-être d'un peu plus de temps pour être recadré dans une franchise pour vraiment en faire un joueur performant d'ici quelques mois. Donc ça va être vraiment quelque chose, une intrigue en tout cas sur cette position-là de receveur, mais là encore, on est sur 15 receveurs dans les 3-4 premiers tours. Hein. Donc il y a quand même une densité assez notable. On termine avec les positions du coup 16 à 20 pour cette position de draft, avec notamment la situation d'A.T. Perry, le receveur de Wake Forest, hein, qui a notamment été une vraie valeur sûre du côté des Demon Deacons de par son profil extrêmement longiligne et sa capacité à être un receveur de confiance, on dira, du côté de Wake Forest dans de nombreux domaines. C'est vrai qu'il a beaucoup été sollicité sur du jeu profond, mais on a vu que d'un point de vue sur du jeu intermédiaire, on va dire, sur de la capacité de séparation, il peut avoir tendance à s'en sortir. Ce n'est pas le joueur le plus waouh, on va dire, dans les différentes catégories, mais en tout cas, ça peut être un joueur extrêmement solide en NFL assez rapidement. Trey Palmer de Nebraska, qui a un profil assez atypique là aussi. Hein. Je parlais de Keishon Boutte, on a un autre receveur initialement d'LSU, même s'il était à Nebraska en 2022. Grosse pointe de vitesse notamment. C'est peut-être le joueur le plus athlétique, à mon sens, de cette classe de receveurs.
Maintenant, malheureusement, il y a peut-être les impondérables autour qui manquent, c'est-à-dire beaucoup de drops de concentration, peut-être une capacité de séparation qui n'est pas dingue par rapport à d'autres. Donc, ça va être là aussi un joueur qui peut éventuellement intéresser certains, moins d'autres, sachant qu'il y a l'avantage éventuellement d'avoir un joueur grand et vif malgré tout. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui peut peut-être surprendre en grimpant un petit peu dans la hiérarchie. Et puis après, on a d'autres profils, Jonathan Mingo d'Ole Michael Wilson de Stanford ou encore Tyler Scott de Cincinnati. Il y a d'autres joueurs qu'on aurait pu mettre éventuellement dans ce top 20, mais il a fallu faire des choix en l'occurrence. Michael Wilson, je le rappelle, joueur de Stanford, qui a vraiment marqué des gros gros points, notamment dans ce processus draft. Joueur qui a de la taille, qui est assez excellent du coup par rapport à Quentin Johnston, notamment dans les duels contestés. Son problème, c'est les blessures. Et puis Tyler Scott, on est sur le profil du receveur relativement petit, explosif, qui a peut-être un panel justement un peu moins détonnant, on va dire, de par peut-être ses difficultés, les possibles difficultés qu'il va rencontrer, notamment sur des duels en homme à homme ou ce genre de choses. Donc voilà, mais vous le voyez, on est sur du 4-5e tour et on a déjà 20 receveurs. Très honnêtement, si on prend une photographie aujourd'hui, je pense qu'on sera au moins à une trentaine de receveurs sélectionnés si on suit cette trajectoire-là. Il y a énormément de profondeur partout et je pense qu'il y aura vraiment des équipes qui, même vers les septièmes tours, vont pas hésiter à se jeter sur des receveurs éventuellement qui les convaincraient dans ce sens-là. Donc, bah, écoutez, voilà, on va faire le point à présent sur la situation des tight ends, si vous le voulez bien. Alors, je voyais juste un petit commentaire sur le chat, et je reviens là-dessus tout de suite, puisque j'avais Boussaviola qui nous disait Mingo, pour moi, ça passe pas le troisième tour. Je l'imagine bien au Chief. Alors, on l'a pas mis si bas que ça, en l'occurrence. C'est vrai que c'est du côté d'Olmis, un joueur qui avait tendance à être très sollicité dans une attaque aérienne. Et en l'occurrence, on voit que du côté de la NFL, c'est très recherché. Alors, l'avantage qu'il a, c'est son profil physique, très clairement. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a pas des mauvaises mains, loin de là. En tout cas, dans cette classe de receveurs, c'est un de ceux qui s'en sort pas trop mal à ce niveau-là, qui a une bonne pointe de vitesse et qui, en plus, du côté d'Olmis, a été extrêmement sollicité parce que même si voilà, son head coach, qui est Lane Kiffin notamment, qui a coaché les Raiders, on se rappelle, au milieu des années 2000, milieu-fin des années 2000, aime bien jouer dans le domaine aérien, on sollicite quand même beaucoup les receveurs pour bloquer. Et on a vu qu'il pouvait éventuellement se débrouiller à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il apporte en effet cette plus-value, cette capacité à être dangereux dans de nombreux domaines. Donc je te rejoins en l'occurrence. C'est sûr que on l'imagine aux alentours du quatrième, cinquième tour, mais il peut largement monter un peu plus haut. J'en profite pour remercier Tifon59 qui s'est abonné pour son 9e mois d'abonnement, qui me dit merci TDA. Donc je te remercie également en retour et on espère te voir en l'occurrence, notamment les nuits de jeudi à vendredi et les nuits de vendredi à samedi, même si c'est pas toujours évident éventuellement de se caler sur ces horaires-là en direct, j'en ai bien conscience. Et puis du coup, donc je disais, on va passer à la position de tight end. Alors, bon, je vais planter de l'écart tout de suite. On a moins de profondeur très clairement que sur le poste de receveur. Je pense qu'il faut s'attendre à une classe assez similaire à celle de quarterback, c'est-à-dire un haut du panier assez significatif et derrière peut-être des préférences en fonction des avis des différents front office. Mais en l'occurrence, voilà, les 5 premiers, pas trop de surprises en soi. Michael Mayer et Dalton Kincaid, respectivement de Notre-Dame et Utah, c'est deux joueurs notamment qui sont assez cotés. Michael Mayer qui sait à peu près tout faire, même s'il y a toujours cette interrogation autour de sa vitesse qui malheureusement le fait un petit peu baisser dans les boards. Mais en l'occurrence, c'est un joueur qui pour moi est NFL ready dès le premier jour, donc ça me paraît compliqué de ne pas le voir sélectionner relativement rapidement. Dalton Kincaid, qui pourrait être un peu plus complet, on va dire, qui a des bonnes mains, une bonne capacité de bloc, qui peut-être un petit peu se développer dans ce deuxième domaine, mais qui globalement est assez complet et qui là encore pourra contribuer assez vite en NFL. Et puis on a ces deux points assez, voilà, les deux joueurs qui peuvent éventuellement diviser. En l'occurrence, Luke Musgrave d'Oregon State, qui a un vrai physique de receveur, mais qui malheureusement a beaucoup de blessures en conséquence. Donc quand on est amené à être tight end, avec notamment la volonté de devoir un peu plus bloquer, bah, ça peut poser problème. Et puis de l'autre côté, Darnell Washington, qui lui, en l'occurrence, a un physique beaucoup plus dissuasif que Luke Musgrave, mais qui malheureusement n'a pas toujours été impliqué dans le domaine aérien ou qui en tout cas n'a pas toujours semblé en mesure notamment d'avoir une capacité de séparation absolument délirante. C'est vrai qu'il n'a pas non plus le gabarit le plus évident pour avoir des changements de direction détonnants et une capacité à se libérer de son vis-à-vis.
Donc voilà, sortie du duel, on va dire, en homme à homme. C'est vrai que Darnell Washington, malheureusement, c'est aussi ce qui polarise un petit peu le concernant et ce qui interroge un peu. Certains le voient au premier tour. Pourquoi pas, encore une fois, on est sur des joueurs, comme on dit, bigger than life, hein. On a vu avec Jordan Davis l'année dernière, même si on est sur du potentiel un peu différent à mon sens. On a vu que les joueurs qui sortent vraiment du lot peuvent être potentiellement sélectionnés très haut. Donc pourquoi pas Darnell Washington au cours de ce premier tour. Voilà, Tucker Kraft, joueur très complet, dont on s'interroge surtout concernant l'opposition en deuxième division universitaire, mais voilà, qui globalement était une vraie soupape de sécurité au niveau de l'attaque des Jackrabbits, champion universitaire, hein, au passage de deuxième division en NCAA et un joueur qui s'est parfaitement bloqué. Donc en l'occurrence, un joueur sur qui il n'y a pas beaucoup de choses à jeter en l'occurrence. Segreyo me disait j'aurais mis la portade devant Kraft. Je te rassure, il n'est pas loin derrière, hein, parce qu'en l'occurrence, on va enchaîner sur les positions 6 à 10. Et en effet, Sam Laporta, c'est du profil extrêmement complet du côté d'Iowa. Là aussi, des joueurs qui savent globalement tout faire. Le problème, encore une fois, c'est que c'est des joueurs on va toujours rentrer là-dessus, mais c'est des joueurs qui n'ont peut-être pas cette marque de fabrique qui fait qu'on va se dire, tiens, dans ce domaine-là, il va être injouable. C'est des joueurs qui vont être capables de faire le boulot. Mais voilà, on n'a pas ce côté où bah, on salive, on va dire, entre guillemets, au niveau des franchises NFL. Et c'est vrai que ça joue peut-être un petit peu en défaveur de certains prospects, de certains tight ends. C'est un peu ce que je disais sur Musgrave, par exemple, l'aspect tight end ultra vif, et Darnell Washington sur l'aspect tight end qui fait 2 mètres. Voilà, faut aussi sortir un petit peu du lot quand on n'est pas super complet comme les 2 premiers tight ends du plateau. Zach Kuntz et Brenton Strange notamment. Là aussi, on est sur des profils assez complets, peut-être meilleurs en termes de bloc qu'en termes de réception. Ça peut être également le cas de Luke Schoonmaker. Josh Whyle qui a été là aussi une vraie soupape du côté de Cincinnati ces dernières années, hein, notamment sollicité par Desmond Ridder quand il était chez les Bearcats en 2021. On va enchaîner un petit peu plus rapidement parce qu'encore une fois, cette classe de tight end n'est pas non plus totalement rassurante avec notamment au niveau des autres prospects, quelques joueurs intéressants. Alors, Payne Durham, par exemple, qu'on a vu notamment avoir un bon Senior Bowl, que je ne comprends pas les deux, hein, parce qu'il y a le Senior Bowl et le Combine, j'ai souvent tendance à m'emmêler un peu les pinceaux, mais c'est vrai que Payne Durham, du côté du Senior Bowl, c'était vraiment intéressant. On a vu que notamment ses mains étaient extrêmement fiables aux côtés d'Aidan O'Connell en 2022. Davis Allen, du côté de Clemson, c'est pas le joueur le plus constant, mais en tout cas en zone rouge, ça peut être un joueur extrêmement précieux. Même chose pour Will Mallory, dont on a déjà souligné du côté de Miami ses grandes difficultés, notamment sur le bloc. Et pour un tight end, ça peut être assez rédhibitoire. Mais en l'occurrence, d'un point de vue tight end receiver, ça peut être vraiment un joueur intéressant et un possible style potentiellement en fonction de l'équipe qui l'utilise et du système offensif privilégié. Et puis on a des joueurs un petit peu de devoir, on va dire, c'était le cas notamment du côté d'Alabama pour Cameron Latou et à Oklahoma pour Brandon Willis, des joueurs un peu avec des profils assez hybrides. Brandon Willis en l'occurrence, alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le listing au-dessus, et c'est vrai que ça inclut tight end et fullback. On est un peu sur des profils un peu similaires du Connor Hayward l'année dernière, le prospect de Michigan State, ou d'autres. Je crois qu'il y avait justement un prospect d'Oklahoma, dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui était considéré justement comme un football tight end. Braydon Willis peut rentrer dans ce cas de figure-là, sachant que vraiment son principal trait, on va dire, du côté des Sooners, c'était son aptitude notamment à bloquer, à offrir des boulevards, notamment sur le jeu au sol. Donc, euh, donc 2 prospects là aussi intéressants si on veut avoir des tight ends de complément et des tight ends notamment qui vont pas hésiter à renforcer la boîte pour courir. J'en profite pour remercier Graou52 pour son 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup à lui. Et puis on va pouvoir terminer cette liste des tight ends avec les positions 16 à 20 à présent. Avec notamment, bah tiens, c'est Grio qui en parle. C'est Grio c'est un spoiler alerte à lui tout seul, puisqu'en l'occurrence, on va parler d'Hunter Lupke de North Dakota State. Alors certains le considérant peut-être un peu bas. Alors on a Jalen Billingsley de Texas avec une trajectoire extrêmement perturbante. Là aussi, ça fait partie de ces joueurs qui ont un énorme potentiel, notamment athlétique. Là, on est également sur du tight end avec des bonnes mains, mais qui a eu un parcours extrêmement tortueux, que ce soit à Alabama ou à Texas par la suite. Ben Sims qui est un bon bloqueur, mais qui malheureusement n'a pas forcément un profil plus développé que ça, hein. Ça, là aussi, on est vraiment typiquement dans les tight ends qui vont remplir la boîte. Et en effet, Hunter Lupke, je sais qu'on en a parlé dans certains podcasts. Alors, on le met aux alentours du 6e, 7e tour.
Peut-être qu'il peut monter en cinquième en fonction, encore une fois, de l'équipe qui l'utiliserait et là encore du système offensif. Hein. Je crois que c'était Jean-Mi qui l'avait proposé aux Niners il y a quelques semaines de ça, je ne vais pas dire de bêtises. Ça peut être une possibilité peut-être au cinquième, mais je pense que sur la majeure partie des boards, en effet, il sera à peu près dans cette position-là. Parce que voilà, même s'il peut un petit peu contribuer dans le domaine aérien, même si voilà, ce sera un fullback émérite en NFL et un joueur capable de faire énormément de choses, voilà, il n'y a pas un profil athlétique qui paraît absolument détonnant non plus. Donc voilà. Je ne vais pas plus développer que ça sur Daniel Barker de Michigan State et Princeton Fant de Tennessee, sachant que pour moi, a priori, ils seront non draftés. Mais voilà, vous voyez qu'a priori, la classe de Tyrene, quand même, il y a possibilité certes de faire des bonnes affaires, mais il n'y a pas non plus une classe voilà, absolument détonnante. Et si on veut un Tyrene de manière assez urgente, il faudra quand même privilégier, je pense, les tours assez précoces pour éventuellement combler ce besoin. On passe au tackle à présent pour enchaîner. Alors, il y a des noms que vous connaissez notamment, hein, les trois premiers, parce que là, ça commence vraiment à se séparer. On dira, il y a différentes couches qui commencent à s'établir au niveau de cette hiérarchie des tackles, avec notamment donc, les trois principaux, que sont Peter Skoronski de Northwestern, Paris Johnson d'Ohio State ou encore Broderick Jones de Georgia, des profils assez différents. Peter Skoronski, qui à mon sens est peut-être le prospect le plus complet. Alors certes, on va encore nous dire qu'il n'y a pas un profil physique, notamment cette éternelle longueur de bras, pour lui permettre d'être un vrai tackle gauche, on va dire, à l'échelon supérieur. Mais globalement, que ce soit d'un point de vue physique, athlétique et technique, c'est le plus complet des trois hommes, avec Paris Johnson et Broderick Jones qui va peut-être un peu plus se perfectionner, s'améliorer sur la position, notamment d'un point de vue technique. Mais globalement, c'est trois joueurs qui apparaissent prêts pour être titulaires d'emblée. Derrière, on a donc Darnell Wright et Anton Harrison qui devraient se disputer le quatrième spot avec là encore des qualités assez différentes. Darnell Wright, on est vraiment sur le côté boxeur, bagarreur dans les tranchées qui doit encore, on va dire, peut-être affiner son jeu d'un point de vue technique. Anton Harrison, on est sur du profil athlétique vraiment avéré, mais où peut-être la puissance va être un petit peu péjorante sur certains aspects, notamment sur du rush intérieur. Donc, où il va falloir vraiment se développer à ce niveau-là. Mais c'est vrai que va éventuellement y avoir des positions à privilégier. À mon sens, Harrison est peut-être plus calibré pour jouer à gauche et Darnell Wright à droite, voire potentiellement en garde. Mais c'est vrai qu'on ne demandera peut-être pas la même chose aux deux hommes, en l'occurrence, une fois qu'on sera amené à les drafter. Guillaume qui nous dit Jones, c'est le numéro 1. Honnêtement, je l'ai déjà dit, je ne serais pas étonné qu'il soit sélectionné en premier. Si là encore, si on reste sur une logique de plancher-plafond, je pense que Jones, en effet, a un profil, voilà, il ne cesse de se développer à vitesse grand V. Il a joué un rôle extrêmement important dans le titre de Georgia en 2022. Et c'est vrai que nos livres 9 le dit, peut-être avec Harrison, c'est un des deux prospects dans ce top 5 qui paraît en effet avoir une marge de progression significative. Après, est-ce que cette marge de progression fera qu'ils deviendront meilleurs que les joueurs devant eux? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une capacité pour Jones à continuer de se développer et Anton Harrison à devenir un bon tackle gauche à l'avenir. On passe aux positions 6 à 10 avec là encore un petit peu plus de profondeur. Alors, Dawan Jones et Blake Freeland, notamment, qui sont deux profils extrêmement différents, respectivement au spot 6 et 7. Dawan Jones, si vous ne l'avez pas vu, c'est cette armoire à glace, ce Trent Brown 2.0 qui évolue en tant que tackle droit du côté d'Ohio State ces derniers mois. Forcément, son grand avantage, c'est la puissance. Les qualités athlétiques et notamment la mobilité, même si c'est très louable pour le gabarit qu'est le sien, malheureusement, ça peut avoir tendance à être assez tributaire. On a du mal à le concevoir comme un tackle gauche en NFL. On a vu que c'était le cas pour Trent Brown, hein, mais ça ne sera peut-être pas tout de suite en l'occurrence si ça doit se faire. Donc ça peut éventuellement le péjorer un petit peu par rapport à d'autres dans cette hiérarchie-là. Blake Freeland, on est sur le phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a été absolument impressionnant d'un point de vue athlétique, notamment dans le processus draft. Mais lui, pour le coup, manque de coffre. Va falloir pousser la fonte un petit peu du côté de Blake Freeland. Donc c'est pas en soi impossible, mais voilà, d'une part, ça sera peut-être pas du jour au lendemain. Et d'autre part, il faut voir si ça risque pas d'altérer également les capacités qu'il a déjà démontrées, la mobilité qu'il a déjà mis à profit, on dira, durant tout ce processus et au niveau de cette attaque de BYU. Les trois joueurs derrière, on a Matthew Bergeron, donc le Québécois
de Syracuse, Jalen Duncan de Maryland, Wanya Morris également un peu plus loin d'Oklahoma, Matthew Bergeron qui, on va dire, a peut-être besoin de développer un petit peu là aussi le côté un peu, j'allais dire physique, peut-être ouais, le côté vraiment, le duel, on va dire, avec les bull rushers qui va être éventuellement à prendre en compte. Après, on voit que d'un point de vue technique et notamment d'un point de vue décrochement, c'est vraiment un joueur extrêmement intéressant et c'est pour ça que beaucoup d'équipes s'interrogent quant à sa capacité à jouer ou garde ou tackle droit. Voilà, mais c'est vrai que ça paraît assez hypothétique de le voir jouer à gauche. Jalen Duncan de Maryland a peut-être plus la capacité de jouer à gauche, mais c'est un projet à long terme sur le papier, notamment d'un point de vue technique et constance. Ça va être un joueur qu'il va vraiment falloir façonner, mais plus un projet aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est peut-être plus entre 3 et 4 en fonction de la vision que peuvent avoir les équipes NFL à son sujet. On passe au spot 11 à 15 à présent avec d'autres joueurs assez intrigants, notamment Tyler Steen et Carter Warren. Alors, c'est deux joueurs qui savent globalement tout faire. C'est des joueurs, et à qui là encore, peut-être il manque cette qualité, cette capacité, on va dire, à sortir du lot, à se mettre vraiment en évidence. Mais là encore, on est sur des joueurs qui peuvent exceller notamment sur le jeu au sol, qui peut jouer en gap ou en zone en fonction des situations, notamment Tyler Steen qui a été un vrai caméléon, que ce soit du côté de Vanderbilt ou l'année dernière du côté d'Alabama. S'ils sont amenés à jouer sur l'extérieur, ce sera sûrement plus à droite. Mais en l'occurrence, c'est des joueurs qui peuvent être des vraies bonnes affaires, et notamment Carter Warren. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais du côté de Pittsburgh, il a été utilisé dans beaucoup de rôles avec succès. Donc vraiment deux prospects à suivre de très près et potentiellement des styles en fonction de la situation, en fonction de la position dans lesquelles ils seront sélectionnés. Je réponds à Olive 9, Cody Mauch sera bien dans les linemen offensifs intérieurs, je le précise. Il y avait des choix un petit peu à faire. Généralement, dans ce genre de situation, alors, il y a des. Juste que j'explique un petit peu le processus. On est donc 5-6 membres de la rédaction comment dire, à proposer nos top 20 respectifs. Généralement, je vais vers la position qui est la plus retenue. C'est-à-dire que si un joueur est placé 4 fois en tackle et 2 fois en lineman offensif intérieur, j'aurais tendance à le placer plutôt en tackle. Voilà. Sinon, on prend plus le paramètre de la taille. On sait que c'est quelque chose qui est quand même assez souvent mis en évidence. C'est-à-dire que quand on est plus proche du mètre 98, on est quand même plus amené à se retrouver sur l'extérieur que sur l'intérieur. Donc voilà. Mais en l'occurrence, ça dépend de la grille de lecture. Ryan Hayes, profil très intriguant également du côté de Michigan. Là aussi, je parlais de joueurs assez complets. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. En termes de puissance, il a fait partie des lignes offensives les plus agressives du pays ces dernières années. Son profil athlétique n'est pas dingue, mais je trouve qu'il n'a pas à rougir par rapport à d'autres. Et après, on va vraiment rentrer à partir de la position 14. Pour ça, Camille, je pense que tu peux mettre le reste du classement, mais sur des joueurs un peu de complément, des swing tackles, on va dire, comme on les appelle, des tackles vraiment pour jouer principalement dans la rotation. Connor Galvin, à qui manque peut-être un profil athlétique assez notable. Trevor Reed du côté de Louisville, qui sait faire pas mal de choses, mais qui sera, à mon sens, peut-être pas un titulaire. On a ensuite Earl Bostic de Kansas. Azim Richards de North Carolina, qui va être une vraie intrigue parce qu'il a cette capacité, cette mobilité justement assez louable qui peut potentiellement lui permettre de dépanner ou en tant que tackle ou en tant que garde. Donc ça également, ça peut être quelque chose qui peut lui être intéressant pour être susceptible d'être drafté. Et puis les trois derniers profils, on a Richard Gurage également, l'imposant tackle de Florida. John Gaines également du UCLA, peut-être des profils qui sont plus amenés là aussi à jouer à droite parce que peut-être plus à l'aise notamment sur le jeu au sol. John Ojukwu également qui peut être là aussi un joueur un peu, j'allais dire un genre de complément dans un effectif. On est vraiment plus sur du joueur de rotation là encore. Mais très honnêtement, sur la position de tackle, les 13 premiers me paraissent quasiment sûrs d'être draftés. Derrière, je pense que ça dépend un petit peu des préférences des uns et des autres. Voilà. Il y a des petits points d'interrogation, des petites intrigues, on dira, autour notamment de Trevor Reed et d'Azim Richards. Mais en tout cas, c'est clairement pas, notamment par rapport à la position de lineman offensif intérieur, une classe extrêmement intéressante. Et là encore, si on a besoin d'un tackle, il faudra peut-être privilégier les principaux tours plutôt que de se dire on va attendre par la suite pour éventuellement sélectionner un joueur. On va terminer du coup ces positions offensives avec le poste de lineman offensif intérieur avec là encore des joueurs que vous connaissez globalement. On a Osiris Torrance de Florida notamment, le garde des Gators, l'imposant garde des Gators. Et on a également John Michael Schmitz de Minnesota. Deux profils assez différents. Alors c'est vrai qu'on avait échangé à ce sujet notamment avec
avec Nitti il y a quelques jours de ça. C'est vrai qu'Osiris Torrens qui a principalement joué dans de l'attaque en zone, très en mouvement du côté de Florida, mais que je vois peut-être plus paradoxalement dans une attaque un peu plus classique, on va dire, en gap, vraiment sur du défi physique avant tout, plus que sur de la mobilité. Alors que John Michael Schmitz peut paraître peut-être un peu plus polyvalent, en tout cas avec une capacité à être un peu plus mobile. Donc c'est vrai que c'est un peu là-dessus, je pense que la clé va se jouer sur qui va être drafté en premier. Voilà, en fonction de si on veut vraiment jouer plutôt sur majoritairement de la gap ou de la zone, je pense que les deux profils seront différents. Après, bien entendu, encore une fois, on parle d'un garde d'un côté et d'un centre de l'autre. On a vu que John Michael Schmitz a été utilisé, par exemple, a été testé en tant que garde. À mon sens, il y a plus de chances de voir Schmitz évoluer en garde en NFL que de voir Torrance évoluer en centre. Steve Avila, là encore, le beau bébé euh, qui vraiment est dans ce côté un peu. On a même profil un peu qu'Osiris Torrance dans le côté agressif du terme, le côté vraiment bagarreur. Il y a sa mobilité latérale, on va dire, qui l'handicape un petit peu, mais là encore, on est sur du profil très hybride, avec un joueur qui a joué principalement en garde à TCU, mais qui a également évolué en tant que centre, donc qui peut être drafté directement en tant que centre si le besoin s'en fait sentir. C'était clairement pas sa moins bonne saison, celle qu'il a joué en 2021 au centre de la ligne, donc ça peut être un joueur qui peut convenir à différentes équipes, même si là encore, il sera peut-être plus amené à jouer majoritairement en tout cas sur de la gap. Encore une fois, il n'y a pas que des équipes qui jouent de la zone ou de la gap, mais il y a peut-être des tendances un petit peu plus marquées dans différentes équipes. Donc voilà, si on cherche du jeu un peu plus classique, encore une fois, Steve Avila, ça peut faire l'affaire. Joe Tipman également, qui sera beaucoup plus peut-être adapté sur de la gap du côté de Wisconsin. Pas le profil le plus athlétique du plateau, mais un joueur globalement complet. On sait que les joueurs des Badgers, notamment sur la ligne offensive, ont souvent une bonne cote. Et puis Cody Mauch, en effet, de Ligue 9 en parlait tout à l'heure, qui a principalement été utilisé en tant que tackle du côté de North Dakota State. Il y a quand même un profil physique qui risque de lui poser un peu problème en NFL pour réussir dans ce domaine-là, mais ça peut être un garde extrêmement émérite, notamment pour jouer sur de la zone. C'est un joueur qui, en mouvement, peut être extrêmement agressif. Ça rejoint un petit peu le type de profil. On va dire que c'est un peu un Luke Whippler. J'ai en profité d'ailleurs pour inviter Camille à nous mettre les positions 6 à 10, mais on est un peu sur du même profil qu'un Luke Whippler, par exemple, d'Ohio State. Cody Mock est un peu plus grand, mais on a globalement ce côté vraiment agressif, cette volonté de vraiment rentrer dans l'adversaire sur le jeu au sol. Donc, si on veut vraiment dicter sa volonté, sa manière de faire sur le jeu au sol, je pense que c'est deux joueurs qui peuvent largement correspondre à ce qu'on souhaite faire au niveau de son système offensif. Chandler Zavala d'NC State, donc, dont la cote ne cesse de grimper, qui peut avoir un profil assez hybride. Je le vois peut-être plus calibré sur du gap, vu que sur les décrochements, c'est pas forcément un joueur qui m'a hyper bluffé sur les vidéos. Mais après, visiblement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, ça peut être un joueur qui s'incorpore dans plus de systèmes qu'il n'y paraît. Andrew Voris et Olasegun Oluwatimi, pardon, qui sont. Je peux même mettre Jared Patterson a priori dans ce lot-là, puisqu'on a en l'occurrence affaire à trois joueurs qui vont être vraiment des joueurs assez durs au mal. Alors, pour recontextualiser, Voris principalement en garde, Oluwatimi principalement centre. Patterson peut être un joueur hybride, je le vois peut-être plus en position de garde en NFL, comme il évoluait ces derniers mois, notamment en 2022. Mais c'est vrai qu'on est sur du profil assez physique, assez solide techniquement également. C'est le cas notamment de Voris et de Patterson, des joueurs globalement très expérimentés aussi. Il manque peut-être, c'est peut-être des joueurs un petit peu bruts dans leur approche et dans leur mobilité notamment. Et c'est peut-être ce qui les dessert, par exemple, par rapport aux joueurs qu'on a cités précédemment. On peut enchaîner sur les positions 11 à 15 à présent, avec notamment, alors que je regarde ça, sur les positions donc, 11 à 15, Braden Daniels de Utah, notamment pour commencer, donc en 11e position. Lineman assez traditionnel de Utah dans le côté physique et technique. Là aussi, il lui manque peut-être ce côté assez athlétique pour se mettre en évidence. Euh, Gros style pour moi, potentiellement, c'est Nick Saldiveri. Sachant que il est dans cette mouvance justement des linemen offensifs qui savent faire pas mal de choses. Là encore, il manque peut-être le côté excellent dans un domaine, mais c'est un joueur qui est incorporé dans un système notamment de bloc en zone avec vraiment beaucoup de mouvements. Ça peut être un joueur qui peut rapidement grimper dans la hiérarchie et vraiment voilà, s'installer vraiment comme un poisson dans l'eau dans cette équipe-là.
Donc vraiment, Saldiveri, profil extrêmement intriguant. Vous voyez, quatrième, cinquième tour, ça peut être une bonne affaire au début du troisième. Peut-être qu'on le sous-évalue aussi de notre côté et qui peut potentiellement être sélectionné dès le troisième. Ça, ce sera à surveiller, mais nul doute que ce sera un joueur qui risque d'être suivi de près par pas mal de franchises. Peut-être le Cole Strange de 2023, sait-on jamais. À surveiller en tout cas, on est plus sur une position de garde en l'occurrence pour le lineman offensif intérieur d'Old Dominion. Ensuite, on a du Nick Brocker, du Jordan McFadden, notamment deux anciens tackles de leurs programmes respectifs, mais voilà, qui vont être amenés plutôt à se recentrer à l'avenir. Jordan McFadden, notamment, profil athlétique assez intéressant, hein. C'est plus un problème de taille, en l'occurrence, qui l'amène à se recentrer un petit peu sur l'intérieur. Je ne vais pas dire de bêtises, il me semble qu'il fait un bon 6-2, ça va être 1,88 m, je crois, dans ces eaux-là. On ne doit pas en être loin, en tout cas, 85-88. Donc c'est vrai que sur la position de la main de tackle, pardon, où généralement il faut dépasser le 1,95 m, ça peut être un petit peu tributaire, hein, en l'occurrence. Et puis Ricky Stromberg également, joueur qui peut être assez intéressant là aussi dans un système de bloc en zone, extrêmement détente. On sait que les centres du côté d'Arkansas sont quand même assez souvent à la cote. Alors c'est vrai qu'il n'a peut-être pas les qualités athlétiques que pouvaient avoir des Frank Ragnow par le passé ou d'autres en l'occurrence qui ont été draftés avant lui. Mais on a vu que ça a quand même été dans la dernière saison compliquée d'Arkansas une des rares valeurs suroffensives du côté des Razorbacks. Donc il y a quand même un bon outil de travail et c'est aussi pour ça on le voit aux alentours du quatrième ou cinquième tour. Donc là encore, potentiel style. Il y a quelques équipes qui ont encore des besoins de centre, hein, mine de rien, en NFL. Donc pourquoi pas avoir un joueur qui peut rentrer dans ce cas de figure-là. Il me fait un peu penser, en l'occurrence, moi qui suis Atlanta, à Drew Dolman, l'ancien de Stanford. Donc à voir éventuellement ce que ça peut donner chez les pros. On termine ce ranking des linemen offensifs intérieurs et ce ranking des secteurs offensifs en règle générale, avec notamment les positions 16 à 20. Et en l'occurrence, bah, vous allez retrouver quelques noms qui peuvent toujours être draftés. En l'occurrence, hein, y a pas, je pense qu'il y a un peu plus de 20 joueurs qui pourraient être sélectionnés sur ce poste de lineman offensif intérieur. Vous voyez que ce n'était pas forcément le cas avec le poste de tackle. Notamment, quelques petits points d'interrogation. Notamment, alors, Emily Kior, par exemple, du côté d'Alabama, qui va peut-être manquer un petit peu de puissance. On a vu que du côté du Crimson Tide, il était capable d'avoir un profil extrêmement hybride et surtout des qualités athlétiques qui pourraient faire en sorte de le faire remonter un petit peu plus dans la hiérarchie. McLendon Curtis, on en avait parlé, ancien tackle notamment de Chattanooga, programme de deuxième division universitaire, mais qui devrait se recentrer principalement au niveau de l'axe chez les pros. Et voilà, pour terminer globalement ce classement, donc Sidiso d'Eastern Michigan, qui peut être une bonne surprise là aussi également, qui a démontré des bonnes choses dans le processus draft au niveau de ses qualités athlétiques. Donc à surveiller. Warren McClendon, qui a été un leader offensif du côté de Georgia au niveau de cette ligne, même si forcément il est un petit peu dans l'ombre de Broderick Jones. Mais ça peut être un profil très intéressant à surveiller, lui qui joue de tackle et qui pourra se recentrer sur l'intérieur de la ligne. Et puis Alex Forsythe également, d'Oregon, centre notamment, qui a montré des bonnes qualités athlétiques, mais qui doit se développer un petit peu plus dans d'autres domaines pour vraiment réussir à exceller et à surprendre. Voilà. Zinko qui nous dit Chattanooga, la fac de Terrell Owens. Tout à fait, je ne cesserai jamais de le répéter. Et fac, encore une fois, de Cole Strange. Donc on sait que Chattanooga, c'est une fac qui est de plus en plus suivie par les front office NFL. Donc ne surtout pas sous-estimer McLendon Curtis, qui a montré quelques difficultés, on va dire, sur le poste quand il a été essayé en tant que tackle lors du Senior Bowl. Mais voilà, dont on se dit que ça peut parfaitement être un joueur de rotation très utile si on a besoin potentiellement en cas de blessure d'un tackle ou d'un gars. Merci encore à Segreyo au passage qui s'est abonné. Donc, merci beaucoup à lui. Et puis, bah, je vais vous remercier également de mon côté, hein. Vous étiez un peu plus d'une centaine à être avec moi au cours de cette soirée. Donc, je vous remercie beaucoup. A priori, demain soir, ce sera un peu plus agréable, on va dire, à l'écoute. Parce que pour le coup, je ne serai pas tout seul. Donc, ce sera un peu plus compliqué. Ce sera un peu moins compliqué, en l'occurrence, pour meubler. Donc, Nitinia Simon qui devrait être avec moi, notamment pour débriefer les positions défensives et les special teamers, parce que special teamers hors people 2, on ne cessera de le répéter. Donc edge rusher, lineman défensif, linebacker, cornerback, safety et special teamer, les top 20 à vous proposer dès demain, donc même heure à partir
de 19h. Et puis donc, je vous rappelle, ne manquez pas, mercredi à 18h30, l'ultime mock draft 2023 avec des échanges au passage. Et on aura Nitinia Simong et Alexandre Locke avec nous. Vous verrez qu'on s'est un petit peu lâché dans le top 10. Voilà, je ne vais pas tous spolier et faire du putaclic, mais les 4 premiers vont vous étonner. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci encore Camille, merci à Ronde 2, Cédric Yon, Olive 9, Sarah Baird, Radgun d'avoir été avec nous, Scornieux également. Donc voilà, merci encore, vous étiez plus d'une centaine. Vous êtes super, on se retrouve donc dès demain soir de nouveau sur la chaîne Twitch. Merci encore Camille.